Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle à Alan Turing pour une conférence, une des rares conférences finalement sur le domaine de l'intralogistique. C'est vrai que là, dans cette 13e édition de Supply Chain Event, il y a beaucoup de conférences qui concernent la planification, l'orchestration supply chain. Mais voilà, il ne faut pas oublier que la supply chain, c'est aussi la supply chain exécution, le volet exécution de la supply chain, donc tout ce qui concerne la logistique, l'intralogistique. Donc là, en l'occurrence, ça va être le sujet. Et évidemment, un sujet aussi dont tout le monde parle, c'est l'IA, parce que l'IA, c'est pas seulement pour améliorer les prévisions, c'est aussi justement pour piloter la robotique, pour piloter tous les équipements et tous les process en entrepôt. Et donc pour en parler, j'ai deux personnes de Mecalux, Julien Morin, directeur commercial responsable de Easy WMS pour la France, et puis Thomas Niel, qui est chargé d'affaires robotique chez Mecalux. Voilà, messieurs, je vous laisse la parole, et puis ensuite, on reviendra pour la séance de questions-réponses traditionnelles. Merci beaucoup. On va vous présenter aujourd'hui le futur de la supply chain piloté par l'IA, parce qu'on s'aperçoit que l'IA est aujourd'hui sur tous les systèmes, tant logiciels que systèmes automatisés, et voir des cas concrets de logiciels et de systèmes automatisés qu'on va pouvoir vous proposer. Alors, juste pour faire une petite introduction sur qui est Mecalux, on est un fournisseur de solutions intralogistiques. Notre objectif, c'est d'être un expert de l'entrepôt. On va pouvoir proposer des solutions de stockage conventionnel, du rayonnage, picking, palette, des systèmes automatisés que va vous présenter Thomas, et le tout piloté par des solutions logicielles, WMS, OMS, et voir comment justement l'IA, la collecte des données, l'analyse des données va nous permettre de pouvoir proposer des supply chains plus innovantes, plus agiles, plus performantes et répondre ainsi aux besoins du marché. Pour ça, on a différentes solutions. Donc, on va vous présenter un petit peu le fonctionnel de ce qu'est une solution WMS. Aujourd'hui, c'est 75% d'entrepôts qui sont dotés de WMS. On va donc le reprendre en introduction. Voir un petit peu comment on introduit de l'automatisation à l'intérieur de ces entrepôts. Ensuite, notre OMS EasyDom qui va permettre d'orchestrer différents entrepôts. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec la réinternalisation de la production, réinternalisation de la logistique, on crée beaucoup de dépôts. Et plus que de méga entrepôts, on va créer des petits dépôts. Et c'est comment on va orchestrer justement la supply de ces différents entrepôts. Et enfin, de voir un petit peu comment l'IA va aider à piloter ces outils et comment l'IA est utilisée concrètement dans ces solutions. Tout d'abord, le WMS. Donc, beaucoup d'entre nous disposons déjà d'un WMS en entrepôt. Le WMS, ça va être la solution logicielle qui va permettre de piloter l'entrepôt depuis la réception avec des process particuliers, s'il s'agit d'une réception fournisseur ou d'un retour client, de contrôle qualité, de prise d'échantillons, par exemple en textile, pour pouvoir prendre une photo et mettre ça sur un site internet, de préparation de commandes, où on va pouvoir piloter, automatiser le lancement des commandes à préparer et de se dire comment moi, en tant que responsable d'entrepôt, je vais piloter de manière automatisée les tâches, les missions des différents opérateurs pour faire de la multicommande ou du dispatch de commandes sur différents opérateurs dans l'entrepôt. C'est le process de consolidation quand on mixe avec un entrepôt hybride avec de l'automatisation et de l'entrepôt manuel. Comment on s'assure que j'ai chargé la bonne palette dans le bon camion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des solutions WMS qui vont permettre de répondre à toutes ces exigences pour fiabiliser la préparation, limiter les erreurs de préparation, tout en augmentant la productivité en entrepôt. Aujourd'hui, les WMS, dans la norme du WMS, on va pouvoir profiter de logiciels qui utilisent de l'IA, justement, avec des systèmes de chatbot, pour que chacun puisse, via un prompt, lancer de l'exécution, créer des rapports, créer des KPI, et pas seulement de pouvoir le faire via des développements.
de pouvoir travailler aussi beaucoup en no-code ou en low-code pour pouvoir configurer ses propres entrepôts et pas passer par des développeurs, de pouvoir récupérer de la donnée. Ça va être très important, c'est comment je récupère ces données et comment je l'affiche à l'opérateur, au responsable d'entrepôt pour pouvoir prendre ensuite des décisions. Et c'est vrai que ces solutions de no-code, ces solutions KPI, ces solutions d'anticipation des ressources humaines en entrepôt, ces solutions d'ergonomie d'utilisation de logiciels, c'était assez nouveau il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est la norme et c'est vrai qu'il faut vraiment profiter de ces outils-là pour pouvoir piloter son entrepôt et sa supply chain de manière générale. La bonne gestion des différentes zones a nécessité l'intégration d'un WMS capable. Donc là, vous avez une vidéo qui vous présente un petit peu de manière ludique l'utilisation du WMS. Notamment le RP et le MES. Le logiciel de Mechalux, EasyWMS, reçoit les besoins de la production et logistique tout en organisant la circulation des matières premières, des produits semi-finis et finis et des déchets. Le WMS de Mechalux est le chef d'orchestre, le cerveau nécessaire à l'installation pour répondre aux exigences de Blechwarenfabrik. EasyWMS, tout comme le centre de production, fonctionne en continu, soit 24 heures sur 24. Il assure un contrôle total des marchandises pour une traçabilité précise de la réception des matières premières à l'expédition du produit fini. Quand on pense à un entrepôt, on pense souvent à un entrepôt de négoce avec de l'achat-revente de marchandises. On voit dans ces exemples-là qu'on utilise aussi beaucoup ces logiciels-là dans des centres de production, notamment pour gérer la réception des matières premières, alimenter des lignes de production et récupérer la réception des produits finis tout en assurant une traçabilité totale dans l'entrepôt, tout en assurant une visibilité aussi des encours de production. Donc c'est vrai que beaucoup d'usines investissaient beaucoup sur la partie production et la logistique était un petit peu en retrait, un petit peu en retard. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un regain dans l'intérêt de digitaliser la logistique, même dans ces industries d'usines de fabrication. Alors là, je vais vous présenter une autre vidéo, si elle veut bien partir. Donc là, plus qu'un WMS, on va aussi parler d'OMS ou de DOM. C'est ce qui va permettre, quand on a plusieurs entrepôts, de savoir concrètement qui doit préparer la marchandise. C'est vrai qu'avant, on était vraiment dans des solutions assez verticales où je pilotais un entrepôt et un autre entrepôt et un autre entrepôt sans avoir cette vision globale. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des solutions qui permettent de se dire j'ai une commande client, qui va préparer, qui va lancer la préparation? Est-ce que c'est mon fournisseur qui va le faire en direct? Est-ce que c'est mon prestataire logistique? Est-ce que c'est ma boutique, mon point de vente qui a son stock et qui est proche du client? Est-ce que c'est mon entrepôt primaire ou secondaire? Et aujourd'hui, il existe des outils pilotés par l'intelligence artificielle, parce que là, on parle de données assez conséquentes, et de se dire j'ai une solution qui va me permettre de choisir en fonction de la charge de travail, en fonction des coûts de transport, en fonction du temps de préparation, de savoir quel est le point de préparation. EasyDOM est un système de gestion des commandes conçu pour centraliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement des entreprises omnicanales disposant de nombreux centres de distribution et traitant un volume important d'expéditions quotidiennes. Son objectif principal est d'optimiser le choix des points de préparation des commandes. Le système prend en compte la disponibilité des stocks et les règles de priorisation définies par l'entreprise. Pour ce faire, le système intègre et synchronise les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement en se connectant aux entrepôts, magasins et marketplaces, aux différents ERP, en passant par les prestataires 3PL, les transporteurs et les centres d'appel, garantissant une communication fluide et transparente. EasyDOM est la solution idéale pour répondre aux exigences de l'omnicanalité, un logiciel puissant, polyvalent et 100% cloud qui simplifie et optimise la préparation et l'expédition des commandes pour une meilleure efficacité opérationnelle et une plus grande performance.
Donc là, on a vu la solution WMS pour vraiment le pilotage des entrepôts, l'OMS ou le DOM qui va avoir une vision globale de toute la supply chain regroupant les différents entrepôts d'une entreprise et donc le tout piloté par l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on l'a introduit dans toutes les solutions, que ce soit logiciel ou physique que va vous présenter Thomas. Et c'est seulement, en fin de compte, cette collecte de données qui va permettre de pouvoir sortir des données et surtout de fluidifier via des prompts en français. Concrètement, j'ai besoin de lancer toutes les commandes, de préparer toutes les commandes B2B en priorité. J'ai besoin de créer un rapport sur les taux de service à moins de 5% de mes fournisseurs. J'ai besoin d'avoir un KPI sur ma journée d'hier. Et en fait, toute cette IA va permettre de créer automatiquement des données et aujourd'hui, toutes les solutions logicielles vont être pilotées par cette intelligence artificielle justement qui est indispensable pour gérer l'intégralité de sa supply chain. Alors concrètement, pour nous aider, c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parle depuis quelques années, c'était assez théorique pour la plupart d'entre nous il y a encore 4 ou 5 ans. On a fait le choix de travailler avec le MIT au Massachusetts à Boston, parce que eux, ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur l'IA de manière générale. Et c'est vrai que cette collaboration nous a permis de répondre à des besoins IA pour la supply chain, des besoins IA pour la logistique. Et donc, qui mieux que des personnes qui gèrent ça depuis des années pour pouvoir répondre à ces solutions que nous avions besoin en supply. Et c'est ce qui nous a permis, avec ce partenariat, d'introduire l'IA de manière massive dans le WMS, dans l'OMS et dans nos solutions automatisées comme les AMR pour justement pouvoir se déplacer de manière totalement autonome sans qu'il y ait de ligne directrice et d'apporter donc plus de fluidité dans la gestion de l'entrepôt. Welcome everyone. My name is Matthias Winkenbach, and I'm the Director of Research of the Massachusetts Institute of Technology Center for Transportation and Logistics. Here at MIT, on MIT's campus in the heart of Cambridge, Massachusetts, we recently launched a new research initiative, which we call the MIT Intelligent Logistics Systems Lab. We were able to launch this new lab with the generous support of Mechalux. The new lab will focus on research activities at the intersection of machine learning, artificial intelligence, and operations research applied to problems in the supply chain and logistics industry. In other words, we're trying to infuse the traditional ways in which the supply chain and logistics industry has been making decisions for decades with the power of these new and upcoming methods that we're all getting familiar with gradually as machine learning and AI technologies evolve. Specifically, this lab is going to look at some of the industry's hardest and most impactful problems, and we're trying to solve them in a better, faster, more data-driven way. This month, we launched the first 3 collaboration projects with Mechalux itself. In these projects, we're going to bring together some of the most experienced experts from Mechalux with some of the smartest minds and some of the best students from MIT to solve these problems in a completely new and innovative way. The work of this lab is not just going to solve a one-off problem for a one-off industry collaboration, but we're actually shaping the innovation pathway for an entire industry with the work that we're doing here at MIT. And we're grateful that Mechalux is giving us the opportunity to do so. Donc voilà, merci pour ce témoignage. Maintenant, on va voir des exemples concrets, justement, de solutions intralogistiques que va nous présenter Thomas et de voir comment cette intelligence artificielle et quelles solutions concrètes nous a permis d'automatiser des process en entrepôt. Donc, je vais laisser la parole à Thomas maintenant. Oui, exactement. Donc, en fait, EasyWMS nous permet de faire des simulations via notre plateforme de simulation que vous voyez de tous nos systèmes automatisés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer plusieurs scénarios, plusieurs configurations possibles avant d'installer une solution chez un client. Ça va nous permettre d'identifier éventuellement différents goulets d'étranglement possibles en fonction de la configuration et de modifier le design de la solution pour permettre de valider les flux et le fonctionnement complet de la solution avant installation.
Donc en fait, le client est assuré que sa solution va bien fonctionner en fonction de ses différents flux et différents scénarios possibles. Bien sûr, on va faire plusieurs répétabilités avec une multitude d'occurrences de scénarios en fonction des différents algorithmes. Et en fait, on va avoir des pourcentages de validation de différents scénarios. C'est ce qui va nous permettre de valider tout ça. Voilà. Et tout ça, bien sûr, piloté avec l'IA. Merci. Voilà, donc là, on a une petite vidéo qui simule un peu les simulations d'entrepôt. Ça peut aller de l'automatisation du stockage, donc là, ici, les transstockers, mais aussi avec le picking, les différentes zones d'amener de convoyeurs, etc. Donc pour faire le parallèle, donc ces simulations, on peut les réaliser sur toutes nos solutions automatisées, que ce soit les AMR, comme on voit sur l'écran, ça peut être les solutions de transstocker pour palettes, transstocker pour bac, les robots, mobiles autonomes, etc. Et aujourd'hui, on va faire le parallèle, le focus vraiment sur deux solutions, qui sont les AMR et le pallet shuttle automatique 3D. Ce sont les dernières technologies que nous avons mises à jour, qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Donc tout d'abord, les AMR, ce sont des robots mobiles autonomes. Il faut faire la différence avec les AGV, qui sont les véhicules guidés, où ils ont besoin d'un guidage souvent au sol, soit une ligne, soit un QR code, pour permettre de faire des chemins prédéfinis. L'AMR, lui, est intelligent. Il va savoir faire une cartographie de l'entrepôt, avec des systèmes de scanner, de lidar, et il va savoir se déplacer de manière autonome d'un point A à un point B de façon intelligente. Il va savoir prendre un chemin le plus optimisé possible, donc il ne prendra pas toujours la même route potentiellement, en fonction des différents flux. Il va savoir faire de l'évitement d'obstacles. Si par exemple il y a une palette ou un objet qui tombe sur une allée, il va savoir la contourner et passer ailleurs. De même qu'il va communiquer à ses collègues robots, parce que potentiellement on peut avoir une flotte complète de robots. Il va communiquer à ses collègues les objets pour qu'eux aussi évitent ces occurrences. On a un logiciel de gestion de flotte, des AMR, qui va permettre de gérer toute la flotte et assigner les différents ordres à chaque AMR en fonction des besoins. Donc tout ça, c'est piloté par l'IA et il va gérer de façon la plus optimisée possible la gestion des différents canaux. Ces AMR sont avec des batteries Li-ion. On a un ratio on va le voir un peu plus tard, mais de 10 heures de fonctionnement à peu près pour 1 heure de charge, donc c'est quand même très intéressant. C'est des batteries très à la pointe de la technologie. Donc ici on voit la différente gamme de nos AMR. On en a 2 qui vont permettre de transporter des palettes et 3 qui vont permettre de transporter des bacs ou des cartons. Chaque AMR est équipé d'un écran tactile qui permet de visualiser les différentes informations en temps réel s'il y a besoin de contrôler n'importe quel niveau par exemple le niveau de charge des batteries. On a des capteurs ultrasons et des capteurs lidar qui vont permettre de détecter les différents objets et les humains ou alors les chariots élévateurs. Ils peuvent bien sûr fonctionner en coactivité dans un entrepôt avec une différente synergie d'engins. Le port de charge se fait par induction. Donc, le logiciel est intelligent. Il va lui dire à partir d'un certain seuil, on va le définir avec le client. Par exemple, à 20% de charge de batterie, il va se recharger automatiquement sur les charges à induction. Il y a des indicateurs LED tout autour qu'on voit en bas qui vont indiquer différents signaux. Ça va être du niveau vert quand il va être en marche avant, rouge en marche arrière, orange quand ça va être pour la batterie qui va être à une charge diminuée. Donc, tous ces indicateurs LED permettent à un opérateur à distance de pouvoir savoir quel est le niveau de charge de la batterie. Ensuite, on a, bien sûr, ils sont protection IP20. On a des trappes d'accès pour pouvoir accéder s'il y a besoin de le piloter en manuel pour les opérateurs de maintenance. Voilà. La différente composition. Ici, nous voyons en fonction des différentes gammes un peu les caractéristiques techniques, sans rentrer dans le détail. Donc, les AMR bacs peuvent prendre jusqu'à 100 kg par charge, donc soit un carton ou un bac. Et les AMR palettes, on peut soulever jusqu'à 1,5 tonne. On couvre déjà un large spectre dans le domaine de la logistique.
Les ratios de charge, on le voit en fonction des AMR, ça va être entre 8 et 10 heures si c'est avec une pleine charge ou à vide, et pour 1 heure de fonctionnement. Donc en moyenne, on est 1 heure de fonctionnement pour 10 heures de, enfin, 1 heure de charge pour 10 heures de fonctionnement. Là, on voit une petite vidéo où on peut appréhender un peu les différentes interactions entre les robots, les solutions automatisées et éventuellement les différents opérateurs et les chariots. Vous voyez les indicateurs LED qui changent à chaque fois qu'on arrive à une opération. Tous les opérateurs peuvent s'approcher en toute sécurité des robots. De fait des capteurs ultrasons et lidar, la machine va soit ralentir, soit s'arrêter. Voilà pour les AMR. Je vais maintenant vous parler du Pallet Shuttle automatique 3D, qui est notre dernière technologie en matière de stockage multicanal, en multiprofondeur. Donc c'est vraiment une technologie qui est vraiment à la pointe, parce qu'elle décorrèle totalement le flux de la capacité de stockage, comme certains transstockers qu'on aurait pu voir. C'est une solution très très flexible, parce qu'elle permet d'augmenter ou diminuer les flux en ajoutant ou en retirant des navettes sans toucher à la capacité de stockage de la solution. Si une navette est en défaut ou il y a besoin de faire une maintenance, on peut la sortir de manière indépendante, en rajouter une autre, etc. De même que si vous avez une saisonnalité avec un pic d'activité, vous allez pouvoir louer des navettes et les ajouter au fur et à mesure en fonction de la saisonnalité. Donc, on peut avoir des formes de bâtiments très diverses, avec des différents recoins. Enfin, on peut s'adapter vraiment à la forme de la structure à tout bâtiment. C'est ce qui est très intéressant. Les canaux peuvent être de différentes tailles et peuvent être dynamiques. Les navettes se déplaçant dans toutes les directions et dans tous les canaux, un canot central peut être dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre, si un canal de 10 palettes, on n'est pas obligé d'avoir 5 et 5, on peut très bien avoir 3 et 7, et l'heure suivante, si on change de référence, on peut très bien changer cette flexibilité et placer le curseur ailleurs. Donc c'est une solution très 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 flexible pour les clients. Ça permet de gérer à la fois du multicanal, mais à la fois des références avec peu de palettes par référence. On a également un logiciel de gestion de flotte pour permettre de piloter toutes ces différentes navettes, qui va contrôler, pareil, l'état de charge des batteries, de même que pour les AMR. On peut décider de choisir l'heure de recharge des batteries. Donc les batteries, elles tiennent 14 heures sur un fonctionnement normal à température ambiante. Sur une entreprise qui est par exemple en 2 shifts, elle peut se permettre de fonctionner en continu sans charger les batteries et décider de charger les batteries en fonction du logiciel, par exemple la nuit où on paye l'électricité en heure creuse. Ça peut être intéressant. Donc en fait, on a différentes stratégies de recharge des batteries et de gestion de la flotte. On sait faire fonctionner cette technologie en température ambiante, en froid positif et en froid négatif également. On va le voir ultérieurement, un exemple de cas client qui a des solutions en froid négatif. On peut utiliser plusieurs formats de palettes, bien sûr, mais également plusieurs formats de palettes dans le même canal. Si on a une profondeur de 10, un tube de 10 palettes, ça peut être, on peut mettre de la palette 1000 par 1002 et également 800 par 1002. C'est une évolutivité facile, comme je vous le disais, du fait de rajouter des navettes ponctuellement ou alors rajouter la capacité de stockage. C'est une structure juste à ajouter sans arrêter les opérations. Le client peut continuer à fonctionner dans son activité tout en permettant de travailler, de rajouter de la capacité de stockage. Donc c'est très flexible et facile à mettre en œuvre. Voilà. Là, on a une vidéo de présentation un peu plus détaillée de la solution.
Le Pallet Shuttle automatique 3D de Mechalux est un système de stockage compact conçu pour optimiser l'espace disponible et augmenter la productivité de votre entrepôt. Idéal pour les entreprises en quête de stockage haute densité et de flux optimisés dans leur centre logistique. Cette solution s'articule autour d'une navette multidirectionnelle capable de parcourir l'ensemble de l'entrepôt. Bon. Il y a un problème sur la vidéo. Donc les navettes se déplacent de façon autonome dans toute la solution, la vidéo explique, et elles prennent des ascenseurs de façon autonome pour monter, descendre de niveau et changer d'allée également. Donc chaque navette est indépendante les unes des autres, et chaque navette peut aller dans n'importe quelle allée et prendre n'importe quelle palette, d'où la flexibilité. Et ici le cas client que je vous parlais, qui s'appelle Clavo Food, qui travaille dans les plats surgelés, donc dans l'agroalimentaire, qui a une solution de un peu plus de 5800 palettes dans le froid négatif, donc en surgelé comme on le disait, qui stocke sur 20 mètres de hauteur, 40 mètres de large et 45 mètres de long. Donc en fait sur 1800 mètres carrés, il arrive à stocker plus de 5800 palettes. Voilà, pour avoir une idée de taux de remplissage et de densification. Il doit être équipé lui d'à peu près 8 navettes pour à peu près 60 palettes par heure en termes de flux. Donc là, une solution très simple avec un convoyeur d'entrée, un convoyeur de sortie, mais on sait faire également du picking, enfin, on peut faire des canaux dynamiques, on peut faire des gravitaires, on peut faire beaucoup de choses sur la partie préparation. Donc voilà, on essaie de vous présenter un panel de différentes solutions. Donc c'est vrai qu'il n'existe pas de meilleure solution en soi. C'est chaque problématique va avoir une solution en fonction de ce que je recherche. Moi, en tant que responsable supply chain, est-ce que ça va être de l'optimisation d'espace de stockage? Est-ce que ça va être des solutions pour m'aider dans la croissance de mon entreprise pour plus livrer, pour mieux livrer? Est-ce que ça va être l'ouverture d'un nouveau canal de vente, par exemple? Et en fin de compte, c'est seulement une analyse personnalisée des problématiques, des process qui va permettre de trouver ensemble la solution la plus adaptée. Donc voici un panel des solutions. Si vous avez des questions, bien évidemment, on est disponible au stand ou si vous avez des questions maintenant, on pourra bien évidemment y répondre. Bah oui, maintenant, pourquoi pas. Donc on a eu un tour d'horizon de tous vos produits là pour le coup. Bon, avec un peu d'IA, tout ça. Bon. Moi, j'ai juste une question sur le côté pallet shuttle là. Finalement, est-ce qu'on est dans un produit qui peut être concurrent d'un transstocker à palette, par exemple, et dans quel cas? Parce que a priori, ça a l'air d'être quand même un coût, et même au niveau de la maintenance, beaucoup plus avantageux qu'un transstocker. Mais donc, dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que il y a certains clients qui, jusqu'à présent, seraient plutôt passés du côté transstocker, auxquels vous proposez maintenant ce type de solution? C'est quoi les différences entre les deux? Est-ce qu'il y a vraiment deux marchés différents? Oui, alors effectivement, les deux solutions peuvent gérer les mêmes activités. C'est-à-dire que des clients, il y a quelques années, il y a 15 ans en arrière, qui travaillaient avec du transstocker multiprofondeur, aujourd'hui, on peut lui proposer du Pallet Shuttle 3D, qui offre plus de flexibilité. Mais dans et avec un coût, on est quoi comme différentiel de coût là? C'est pas les mêmes coûts parce que les transstockers, parce que les transstockers, c'est des solutions éprouvées, c'est robuste, ça fait des années. Donc on n'est pas sur les mêmes coûts, c'est des solutions plus optimisées niveau prix. Mais un transstocker, c'est moins cher qu'un système avec multiples palettes. Oui. Après, ça dépend de la hauteur, de la longueur, du flux. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. À partir d'un certain niveau, oui, le transstocker est plus intéressant financièrement. Mais quand on va aller sur des gros volumes, le Pallet Shuttle va être, le 3D va être plus intéressant. Voilà. Donc c'est différents cas à étudier. Donc c'est vraiment le différentiel. Les volumes, c'est un des C'est très critères. important. Ouais. Et la forme du bâtiment, la taille, la hauteur, bien sûr. Les volumes et peut-être aussi le nombre de références. Tout à fait. Si on a peu de références, on va pouvoir utiliser plutôt des transstockers pour avoir un canal mono-article, contrairement à un APS 3D qui va pouvoir permettre de pouvoir plusieurs références sur un même canal au final. D'accord. Est-ce qu'il y a juste, moi, j'ai très impoli, j'ai posé ma question, mais j'ai pas regardé si dans l'assistance il y avait des questions et vous aviez non. Moi, j'en ai d'autres de toute façon. C'est nouveau l'OMS, le DOM. C'est quelque chose qui vient de sortir chez Mechalux?
Oui, c'est ça. Ça fait quelques années qu'on travaille dessus et c'est sorti courant d'année où on a eu de plus en plus de clients qui nous demandaient de pouvoir avoir une vision globale multisite. Et c'est vrai que c'est via le partenariat du MIT qu'on a pu accélérer le développement de cette solution. Parce que là, pour le coup, on avait... Le partenariat du MIT, il est quand même assez récent. Là. Depuis un an. Depuis un an. Et ouais. donc, on a introduit, avec le développement de cette solution-là, l'IA pour orchestrer de manière automatique les commandes. Et vous disiez qu'il y avait en introduction justement sur ce DOM, qu'il y avait une évolution, alors peut-être liée à une réindustrialisation, à une réinternalisation. Vous avez des cas clients justement qui finalement maintenant ont plusieurs sites. On a l'impression que c'est quand même pas la tendance de multiplier les sites, mais peut-être que je me trompe. Mais justement, oui, effectivement, on avait eu une tendance où on était plutôt sur mettre tout dans un gros site avec les entrepôts XXL qu'on appelait. Et externaliser aussi. Et externaliser. Et aujourd'hui, on revient sur une tendance où on doit être au plus proche des clients et avoir justement, alors pas une multitude, on ne parle jamais de 36 sites, mais on parle de quelques sites primaires et secondaires avec mon gros site logistique qui va alimenter des sites secondaires pour être beaucoup plus réactif par rapport aux demandes clients. Donc on a effectivement une nouvelle tendance. C'est dans quel secteur ça? Je ne vous demande pas les noms des clients, mais dans quel secteur vous observez ça? Grossistes, pièces détachées surtout. Pièces détachées. Oui, tout à fait. Okay. Et toujours pour rester sur alors, c'est pas un OMS, d'ailleurs, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas entre vraiment de différence. Oui, non, c'est en fait. C'est vrai que OMS, on a tendance à aussi l'utiliser quand on est sur des communications avec plein de plateformes de vente. Là, c'est orienté, un OMS orienté logistique. Voilà. En fait, c'est que nous, notre OMS multisite, c'est plutôt nous, ce qu'on sait faire, c'est l'orchestration pour préparer les commandes. Par contre, on n'a pas volonté d'avoir une multitude de connecteurs avec les différentes plateformes de vente. Où d'autres OMS ont justement cette volonté-là. Donc c'est vrai qu'on est vraiment... C'est pour ça qu'on a changé le nom avec le DOM. C'est vraiment un OMS logistique, on peut dire ça comme ça. D'accord. Mais par contre, ce n'est pas uniquement multi-site, multi-entrepôt. Vous pouvez aller aussi préparation en magasin, marketplace. Enfin, c'est exactement l'idée. Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir une vision du stock par point de sortie en soi, mais ça peut être une boutique, un point de vente, où le point de vente, il a une volonté de livrer directement le client final. Donc c'est vraiment... Oui, tout à fait. On va pouvoir mettre tous les points de vente et pas seulement entrepôt. J'ai quand même aussi une question sur... parce que c'était un peu le thème, sur l'IA. Bon, alors c'est vrai qu'on met un peu l'IA à toutes les sauces, finalement. Il y a beaucoup de choses. Enfin, les robots, dire que c'est l'IA, bon, oui, enfin, c'est surtout l'informatique, on va dire. Mais là sur l'IA, dans la partie DOM, oui. Parce que finalement, DOM, c'est plutôt un moteur donner des règles et ensuite qui vont s'adapter. Est-ce que l'IA permet ensuite d'adapter ces règles sur des choses? Parce que a priori, on se dit c'est assez figé. Et là, l'IA peut permettre justement de trouver des critères un peu nouveaux qu'on n'aurait pas forcément entrés dans le dur, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a mis en place des algorithmes dans le dur, parce qu'on doit partir d'une base en soi. Et ensuite, l'idée, c'était de laisser travailler l'IA pour que ces algorithmes soient dynamiques en soi. Donc, c'est vrai que... C'est vrai que dans l'IA, on met un petit peu tout, mais c'est surtout aussi du machine learning. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a une base d'algorithmes qui va apprendre pour modifier de manière automatique les algorithmes. Et c'est ça la richesse de la solution. C'est que ces algorithmes vont modifier selon des tendances par rapport à des analyses de données passées. Donc en gros, on pourrait dire, si on dit pour telle commande, en fonction de tel critère, on va plutôt faire préparer ça en magasin. Mais si l'algorithme, le machine learning se rend compte que finalement, il y a des indicateurs qui font qu'il faut changer. Et ça se changera automatiquement. C'est exactement ça. Les règles évoluent de manière automatique. Exactement. OK. Il y a une question. Il y a une question dans la salle. Ça, c'est bien, une question. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation. Je me posais la question de est-ce qu'il y a un découplage entre le modèle entre l'IA du MIT qui modélise, je veux dire, l'entrepôt,
Et j'irai la partie exécutive qui a besoin aussi d'une forme de résilience, c'est-à-dire que s'il y a une panne ou je sais pas, un Russe qui pète le câble, comment on fait quoi? On ne peut pas être entièrement dépendant de l'IA. Savoir, oui, tout à fait, oui. Est-ce que ça bloque l'entrepôt quand il y a un souci au niveau de l'IA? En fait, l'IA, par exemple, pour le cas des AMR, quand on est sur l'exécution, l'IA va permettre de pouvoir optimiser des passages, optimiser des routes en fonction de son historique, en fin de compte. Par contre, si à un moment donné, pour X raison, l'IA ne fonctionne pas, elle aura déjà emmagasiné ses données. Donc après, elle pourra fonctionner à l'état actuel avec la connaissance qu'elle a. Après, dans tous les cas, un AMR, c'est aussi un pilotage où, via des caméras, il va pouvoir détecter un obstacle, par exemple, et pouvoir dévier automatiquement sa route. Donc, dans tous les cas, même si l'IA devait s'arrêter ou avoir un quelconque problème, les AMR continueront de fonctionner dans tous les cas. En fait, ça n'arrête pas un entrepôt, ça n'arrête pas le fonctionnement, c'est juste la mise à jour et le e-learning. L'apprentissage ne se fait plus. Il est stoppé à un moment donné jusqu'à ce que ce soit remis en service, mais les machines continuent à fonctionner. On a une question. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question sur... là, vous parlez beaucoup d'IA qui sert finalement en réactif à répondre à des demandes sans code, etc. Est-ce que vous, de façon exploratoire, est-ce que vous travaillez sur des sujets d'agentique IA qui travailleraient de façon proactive et qui travailleraient sans input humain sur la gestion des stocks ou, Non, aujourd'hui, on est plutôt sur l'IA générative de données et on s'est focalisé sur ça. Justement, c'était vraiment de permettre à ce que chaque personne puisse piloter un entrepôt, même s'il ne connaît pas le logiciel, par exemple, via un prompt en discutant ou en écrivant en français. Donc pour l'instant, on est plutôt focalisé sur ça. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet ou pas forcément? Je pense que tout ça, c'est assez nouveau en soi. L'IA, nous, dans la solution WMS, elle a été introduite il y a 1 an de ça. Donc, en fait, ça met des mois ou des années pour justement avoir une IA qui soit mature. On a peut-être une IA aujourd'hui qui a 15 ans d'âge mental en soi. Donc, il ne faut pas qu'on précipite les choses. Donc, nous, dans notre volonté, c'est d'y aller petit à petit, qui va piano bassano. Mais aujourd'hui, on préfère se focaliser, avoir une IA beaucoup plus mature et ensuite se focaliser sur d'autres sujets. Donc, aujourd'hui, notre priorité, c'est vraiment l'IA générative. Et j'en profite, si ce n'est pas secret, est-ce qu'on peut savoir le sujet des 3 projets sur lesquels vous travaillez avec le MIT? Parce que vous êtes focalisé sur 3 points. C'est quoi ces 3 points? C'était le DOM, les AMR et le 3e, je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, c'est les 2 principaux qu'on a fait actuellement. Parce que là, la vidéo, elle date de quand? Du responsable? Oui, mais après, il fallait la mise en place en soi. Donc la vidéo, elle date de quelques mois. Ouais. Et ensuite, il y avait toute cette mise en place. Mais c'est des programmes qui sont faits sur plusieurs mois. Donc là, c'est pour l'amélioration? Exactement, oui, tout à fait. OK. Mais pas sur des... Il n'y a pas un point précis sur les... Là, c'est plus sur... Non, alors après, on n'a pas les informations au détail. On a une roadmap globale ici depuis la France. On n'a pas le détail du programme, de ce qui a été fait. Donc nous, on sait qu'il y a des évolutions via des updates des applications qui nous arrivent tous les 6 mois. Maintenant, on n'a pas le détail de ce qu'ils font concrètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on a passé les 2 premières questions. Normalement, maintenant, tout le monde devrait se lâcher sur les questions. Moi, j'ai encore une question sur les AMR. Bon, c'est vrai qu'au départ, on a vu beaucoup de solutions AMR, alors avec porteurs d'étagères, etc., qui étaient vraiment spécifiques, en tout cas dédiées à, par exemple, une partie de l'entrepôt et pour des produits avec des taux de rotation bien précis, etc. Là, on voit une utilisation. En plus, Mekalux, justement, est un acteur global. C'est pas vous proposez des AMR dans le cadre d'une gamme complète.
est-ce qu'aujourd'hui, les AMR, enfin, dans quelle proportion sur des projets intralogistiques avec un transstocker ou un mini-load, il y a maintenant cette composante AMR qui peut peut-être même remplacer quelquefois des convoyeurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, quel est le taux, si vous voulez, de nouveaux projets où ces AMR interviennent? Eh bien, quasi systématiquement, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une grande distance à parcourir. Si on a des petites distances, on va plutôt privilégier des convoyeurs parce que c'est plus intéressant financièrement déjà et pour l'entretien. Dès qu'on a des grandes distances, des flux complexes, là, on va de suite étudier des pistes d'AMR, tant pour la palette que pour le bac. Ouais. C'est vraiment la distance et les flux qui vont faire qu'on va utiliser ce type de technologie. Et ça permet aux clients régulièrement de ne pas couper une trajectoire dans un entrepôt. Un convoyeur, vous coupez complètement l'activité. Un AMR, le sol est libre, il n'y a pas de traçage au sol, il n'y a pas de rail, il n'y a rien du tout. Ça permet de garder les flux logistiques, par exemple pour des chariots, des humains. Et ça, cette tendance-là, elle est quoi? C'est depuis 2-3 ans ou depuis une bonne année. Ouais. Depuis un an, ouais, donc c'est vraiment très récent. Ouais. D'accord. Ok. Ah, voilà, la troisième question. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une question concernant votre modèle économique. Étant donné que l'IA est encore assez neuve et qu'elle n'est pas encore assez maturée, comment est-ce que vous avez développé quelque chose qui ne coûte ni trop cher pour vous, ni trop cher pour vos clients et qui soit intéressant pour eux? Bonne question. En fait, on est toujours dans une volonté d'optimiser nos solutions. Donc au final, c'est un investissement qu'on a via notre service de R&D. Après, on ne va pas faire impacter ces solutions à nos clients. Donc aujourd'hui, les solutions IA qu'on a intégrées dans WMS, dans nos solutions d'OMS, n'ont pas eu un impact financier. Elles ont été incluses dans le tarif habituel de nos solutions. Donc pour le coup, c'est transparent pour le client. Je ne sais pas comment sera fait la politique financière d'ici 5 à 10 ans, une fois que tout sera mature. Mais aujourd'hui, dans l'idée, c'est vraiment d'en faire profiter nos clients tels quels. Mais les développements que vous faites avec le MIT, là, c'est des développements qui, après, vont effectivement profiter à Mecalux, mais peuvent profiter à d'autres? Ou bien, finalement, c'est une espèce d'externalisation de la R&D, là? C'est un peu une externalisation de la R&D, oui. On a notre R&D en interne, mais l'idée, après, c'est de pouvoir profiter de partenariats et de pouvoir ensuite développer nos solutions. Donc, tout ce travail-là, cet investissement financier avec le MIT indirectement, il va porter ses fruits pour les solutions que nous allons proposer. D'accord, et profiter exclusivement à Mecalux. Et profiter exclusivement à Mecalux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est à 3 questions, ce qui est pas mal, hein. Mais on pourrait battre le record si on avait une 4e. Ben voilà. Oui, bonjour Thomas, je connais. Peut-être le micro plus. Oui, petite question sur les AMR. Est-ce que vous travaillez en développement sur des AMR à usage externe ou mixte externe-interne? Bonjour Bertrand, tu veux parler en extérieur de bâtiment, c'est ça? Oui, extérieur, pardon. Ouais, okay. Pour optimiser des flux interbâtiments. Ok, non, pour l'instant on travaille uniquement en intérieur bâtiment parce que les contraintes du sol sont très restrictives hein, en termes de planéité, de surface, de poussière. Pour l'instant, on ne travaille pas encore en extérieur. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, on se focalise sur notre gamme AMR qui fonctionne en intérieur. Ok, merci. Ouais. 4 questions, c'est fou. On a encore juste une minute. Moi, j'en ai encore une de questions. Sur les WMS, tout à l'heure, vous avez dit... alors, je ne sais pas si c'est une spécificité Mecalux et si c'est historique, mais que Mecalux est capable à la fois de gérer aussi les réceptions des matières premières, ensuite de faire vers la production, les semi-finis, les produits finis, y compris même la gestion des déchets, etc. Ça, c'est nouveau ou pas pour Ah non, ça a plusieurs années. C'est vrai que vu qu'on est un acteur historique un peu industriel, on va dire, chez Mecalux, on avait des clients potentiels qui sont naturellement venus vers nous parce qu'ils faisaient le même métier, on va dire. Et c'est vrai que très vite, on a eu une solution logicielle qui permettait de gérer et produits finis, et matières premières, et alimentation des lignes de prod, avec les spécificités que ça a sur les déchets, sur la visibilité des encours de production, parce que souvent c'était ça le problème majeur de ces usines-là, et en fait de profiter de notre expérience industrielle pour en faire profiter nos clients. Donc ça fait des années qu'on a plusieurs clients dans le domaine de la production. Parce que c'est vrai qu'il y a
d'autres éditeurs de WMS qui se sont réveillés peut-être plus récemment pour justement adapter leur WMS, y compris à l'industrie automobile, etc. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Mais donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, vous avez des clients qui, justement, ont mis en place ce WMS pour gérer aussi cette partie matière première, semi-finie, etc. Alors, on a, sur un site de prod. Des clients du CAC 40 qui utilisent notre solution pour alimenter des lignes de prod. On a aussi des clients comme Sika, on a l'autorisation de communiquer, où on va alimenter des lignes de prod, gérer du just-in-time en ligne de production et ensuite réceptionner. Donc on a peut-être une dizaine ou une vingtaine de clients où on gère de la production pure sans gérer la ligne de production. La ligne de production reste quand même une boîte noire. On ne va pas gérer les plannings de prod et plannings de machines. Nous, notre travail, c'est vraiment d'alimenter une ligne de prod. Et ça s'arrête là et ça reprend de l'autre côté. Et ça reprend à la fin, exactement. Ok, bon, bah, c'est une des caractéristiques, des spécificités aussi d'Easy WMS. Exactement, oui. Ok, bah, écoutez, merci Julien et Thomas. Je crois qu'on peut vous applaudir merci à tous. chaleureusement. Et merci. puis, comme vous l'avez dit, s'il y a des questions, on peut vous rejoindre sur le stand de Mecalux.